Bonjour, bonjour, bienvenue dans cet épisode de Nos 2 centimes. Je ne sais pas si on a précisé dans ces épisodes de cette saison qui parlent beaucoup de sexualité que c'est pas forcément des épisodes à faire écouter aux enfants. Mais en tout cas, je le précise au début de cet épisode. S'il y a des enfants dans la pièce, peut-être mettez vos écouteurs ou ne l'écoutez pas quand ils sont là. Je pense que ce qu'on dit dans cet épisode ne sont pas forcément des choses que les enfants ont besoin d'entendre aujourd'hui. C'est vraiment un épisode super intéressant. Moi, ça m'a un peu challengé cette conversation. Donc peut-être ça va vous challenger aussi. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit d'être d'accord. Je crois que c'est important qu'on se laisse questionner par tout ce qui est dit dans cet épisode. Moi, ça me questionne et j'ai hâte de continuer à avoir des conversations en off, pas avec un micro, pour approfondir ces sujets, essayer de creuser, de voir pourquoi ça me fait réagir, qu'est-ce qui me fait réagir. Moi, je suis hyper reconnaissante de tout ce que André a dit et je crois que ça nous fait du bien. On a besoin de l'entendre et on a besoin de se laisser remettre en question. N'hésitez pas à nous faire des retours. On a hâte d'entendre comment vous vivez cette saison. Merci beaucoup pour vos messages et vos encouragements, ça nous fait du bien. Je profite aussi de cette intro pour faire de la pub pour une étude que André est en train de faire. Il fait une étude sur l'éducation à la sexualité des jeunes évangéliques en France. On va mettre les informations sur l'étude dans la bio, mais c'est une étude auprès des jeunes de 18 à 30 ans qui ont grandi dans les églises évangéliques pour voir quel est leur rapport à la sexualité, aux émotions liées à la sexualité, leur vécu, leur perception et les liens avec l'éducation à la sexualité dans les églises et à l'école. Il y a déjà pas mal de réponses, mais je vous encourage vraiment, ça prend quand même 20 à 25 minutes et c'est des questions intéressantes sur la sexualité. Si vous avez entre 18 et 30 ans, allez cliquer dans la description et prenez le temps de répondre à l'étude jusqu'au bout. Ça aidera beaucoup pour par la suite d'avoir des chiffres réels de ce qui se passe dans les églises et des champs où on a besoin d'intervenir ensuite pour parler de sexualité aux jeunes. Merci à vous pour si vous avez participé à cette étude parce qu'on va avoir des résultats et ça sera chouette. Donc je vous souhaite une bonne écoute et un bon épisode. Bienvenue dans cet épisode de podcast consacré à la pornographie. Bien sûr, on fait une série où on parle beaucoup de sexualité dans cette saison et donc on est obligé de faire un épisode sur la pornographie parce que on en a parlé dans plusieurs épisodes et on pensait que ça valait le coup de se lancer directement sur ce sujet. Donc, on a avec nous André. Et André, est-ce que tu voudrais te présenter, s'il te plaît, pour commencer? Allez, oui, bonjour Sophie. Alors moi, je suis André Detzel. Oula, j'ai plusieurs titres. Je suis sexologue avant tout, mais aussi conseiller conjugal et familial psychanalyste, mais surtout en route en tant que sexologue universitaire, j'ai envie de dire. Je consulte en tant que sexologue et je suis aussi membre du conseil d'administration de l'AIUS, qui est l'association interdisciplinaire post-universitaire de sexologie. Et j'ai réfléchi, donc je fais partie de ces personnes en France qui réfléchissent la sexualité au sens large et aussi président du BAC à Paris, le BAC étant une structure qui accueille et accompagne des personnes qui ont toute forme de difficultés, qui ont envie de s'adresser à des thérapeutes chrétiens. Donc on est au BAC, on est une bonne dizaine de thérapeutes, des psychologues, de sexologues, une médiatrice familiale, 2 conseillères conjugales et familiales, etc. Excellent. Waouh, t'as vraiment plein de casquettes. Alors du coup, on parle pornographie aujourd'hui et on en parle parce que on en parle de plus en plus dans les médias. Et j'ai envie de te poser la question en intro de pourquoi, pour toi, pourquoi est-ce que cette consommation est si répandue aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs, pour moi, il y a plusieurs, réponses possibles, ou en tout cas plusieurs facteurs qui permettent cet accès à la pornographie. C'est justement le premier A, c'est l'accès, c'est-à-dire la pornographie aujourd'hui est accessible pour tous, à tous, c'est-à-dire sur le téléphone, sur le smartphone, sur la tablette, sur l'ordinateur, et cetera, qu'à l'époque, il y a 15-20 ans, il fallait encore s'acheter des cassettes ou des revues, et cetera. Donc aujourd'hui, donc c'est l'accès. 2e élément, c'est la gratuité, donc la majorité des contenus pornographiques, c'est gratuit, donc c'est accessible, c'est gratuit et déjà avec ça, c'est déjà pas mal. Après, je alors, parfois on se dit: «Tiens, ça a jamais été aussi élevé», et cetera. Je ne suis pas si sûr que ça parce que finalement, depuis les débuts de l'humanité, l'humain réfléchit, pense à la sexualité et je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques qui sont les nôtres, ça facilite la manière dont on aborde la sexualité et la pornographie en fait partie. Ouais.
Donc, toi, dans ta perspective, en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a des capacités technologiques qui font que c'est plus répandu, mais ce qui nous pousse à consommer de la pornographie, ça a pas augmenté, quoi. Alors, c'est difficile d'évaluer ça parce que, si tu veux, à l'époque, pas tu, mais je veux dire, la personne consommateur allait faire la queue au kiosque dans la grande ville et s'acheter un Playboy magazine ou un magazine de type pornographique, ou il allait à Paris ou dans certains quartiers dans un, je sais pas comment ça s'appelle, dans un sex shop pour, euh, pour regarder des films un peu cachés. Donc effectivement, c'est difficile d'évaluer si c'est vraiment plus, mais certainement ça l'est parce que effectivement, ce qui n'était pas accessible à l'époque à des mineurs, et là je parle des mineurs, aujourd'hui, entre guillemets, grâce au smartphone, mais ça fait venir tout un tas de personnes, la population qui a 20 ou 25 ans n'avait pas accès à ça ou devait se contenter juste du catalogue de la Redoute, quoi. Ouais, OK. Effectivement, on peut dire que probablement qu'il y a une augmentation clairement de la consommation, puisque effectivement aujourd'hui les mineurs, surtout les mineurs, ont un accès facilité à la pornographie. Et tu penses que cette tendance-là, elle est même sur les 5, 10 dernières années avec l'arrivée des smartphones? Ça fait quoi, 10 ans qu'il y a quand même, un accès plus grand? Est-ce que l'accès ne grandit pas depuis 10 ans, mais la consommation augmente? Alors apparemment, hem, dans une étude qui est sortie il y a 1 an ou 2 ans, qu'effectivement on parle par exemple par rapport aux mineurs que 12 de l'audience des sites pour adultes est fait par des mineurs, et Mmh. qui commence à l'âge de 10 ans, et que c'est une progression de 36 en 5 ans. Donc ça, OK. c'est quand même Pour les énorme mineurs. et là, je parle que des mineurs. D'autres études ont ont fait, remarquer qu'avec le covid et les confinements, que la consommation de pornographie a explosé. Ouais. Hein, donc il y avait moins de contact social et cetera, beaucoup plus d'isolement, beaucoup plus de personnes qui étaient seules. Donc je ne sais pas si c'était ça les raisons, mais en tout cas, on pouvait assister apparemment, d'après les chiffres, à une explosion de la consommation pornographique pendant le confinement, Ouais, des confinements. ouais. OK. Bon, bah, c'est bon, je pense qu'on a vraiment raison de faire cet épisode. Merci pour ces chiffres, tristes, mais qui montrent que c'est un sujet dont on doit vraiment parler. J'ai envie de te demander, avant la question suivante, tu penses que c'est quoi qui pousse quelqu'un à consommer de la pornographie? Alors là aussi, ma réponse, elle sera en plusieurs temps. Je commence par les plus jeunes. Je pense qu'un mineur, là je parle pas des jeunes de 17 ans, mais vraiment peut-être des collégiens que je côtoie régulièrement pour l'éducation à la sexualité que je fais régulièrement. Je pense que les adolescents, ils cherchent sur le site pornographique ou dans le porno des réponses à leurs questions que l'adulte ne donne pas. Parce que c'est, que ça soit dans les églises ou ailleurs d'ailleurs, un sujet souvent tabou, la sexualité. Donc Mmh. effectivement, imaginons, un jeune et il se pose la question: «Mais comment je la rentre?» Mais cette Mmh question-là, mh. et ça l'adulte, il va être choqué, de l'entendre, puis de Mmh. son âge, si c'est un garçon des 13-17 ans qui la po des 13-14 ans qui la pose, effectivement, ça risque de surprendre un peu le parent. Et comme il va pas tomber sur une réponse, mais il va chercher, la réponse sur internet. Je vais te Mmh. donner un exemple. Il y a quelques années, dans une de mes interventions scolaires, donc je fais garçon-fille séparés, je travaille avec mon épouse qui est aussi conseillère conjugale et psychanalyste. Elle prend les filles, moi les garçons. Donc on fait un brainstorming, classe de 4e, c'est des jeunes de 13 ans. Donc les garçons, on a tout le Kama Sutra, il y a tout, des actrices parfois de porno, on a le tableau, il est très coloré, il est très plein. Et donc il y avait le mot sodomie et le mot lubrification vaginale. Donc c'est pas moi qui donne ces mots, c'est vraiment le Mmh. brainstorming qui vient des élèves. Et du coup, je renvoie donc du coup à la fin de ce brainstorming, toujours est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des mots que l'un ou l'autre ne comprend pas? Donc il y avait un élève qui dit: «Ouais, je comprends pas ni la sodomie, ni la lubrification vaginale». C'était le même élève. Et du coup, je renvoie au garçon présent et puis bon, ils rigolaient un peu, ils osaient pas trop dire et puis du coup, j'ai fini par l'expliquer avec des mots très simples. Quelques Mmh. semaines plus tard, la mère de cet élève qui a posé la question, a fait des pieds et des mains pour, susciter un rendez-vous avec moi, ce que le chef d'établissement voulait pas et puis finalement, je dis: «Oh vas-y, elle peut me rencontrer». Donc j'ai rencontré cette mère avec la professeure principale et donc c'était dans un établissement catholique privé
Et du coup, elle était outrée qu'en quatrième, dans un établissement chrétien, on parle de sodomie et de lubrification vaginale avec des enfants de Ouais. 13 ans. Elle m'a dit: «Mais mon garçon s'intéresse pas à ça». Alors pourtant, c'est lui qui a posé la question, hein. Et du coup, je lui ai répondu: «Voyez, si moi, en tant qu'adulte professionnel, je réponds pas avec des mots simples à Mmh. l'interrogation de votre fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il est curieux, votre fils. Il va prendre la tablette qui est sur la table de la salle à manger le soir quand il rentre du collège. Il va taper sodomie dans le moteur de recherche et je l'ai fait devant elle. Je te fais pas un dessin, mais en tout cas». Ah, c'est marrant que tu l'aies fait devant elle pour lui prouver que vraiment Oui, c'était alors terrible ce qu'elle allait trouver. je sais pas si elle a compris mon message, mais ça, c'est Ouais. clairement donc pour répondre à ta question, pour moi, un premier élément, c'est que parce que, une absence, d'éducation à la sexualité digne de ce nom, mais qui est valable aussi pour des personnes qui fréquentent pas une église, hein, en France, on a certes des beaux textes, de loi qui obligent normalement chaque établissement scolaire, entre le primaire et le lycée, de proposer au moins 3 heures d'intervention scolaire sur l'éducation sexuelle sur chaque année scolaire, mais il y a même pas 20 des élèves qui peuvent bénéficier d'au moins 1 heure par année. Donc déjà là, il y en a un manque criant et énorme, donc ce qui fait qu'effectivement, on s'oriente vers le porno. Le deuxième élément, là je parle toujours des mineurs, c'est la pression, des pairs, des PAIR, donc des copains, des copines dans la cour de récréation ou, l'après-midi quand on rentre du collège ou du lycée. Donc on va dire: «Tiens, regarde, j'ai trouvé un truc», on va rigoler là-dessus et cetera. Donc c'est des copains, voire ou les cousins, les cousines et cetera. Ensuite, ça c'est pour les jeunes. Un adulte, c'est différent. La pornographie sert, grosso modo, je caricature un petit peu, l'objectif de la pornographie, c'est pour accélérer les processus de l'excitation sexuelle, pour permettre aux spectateurs, aux consommateurs de se masturber. Donc là, du coup, effectivement, le porno, il va proposer aux spectateurs, aux consommateurs, différents scripts, différentes manières, c'est pour ça que je parle toujours, de pornographie au pluriel, différents scénarios, différentes manières, de représenter, un tel ou tel acte sexuel pour exciter, le consommateur pour qu'il puisse se masturber. Donc voilà, je dirais, peut-être j'ai oublié des éléments, mais c'est ce qui me vient en tout cas par rapport à, heu, après c'est plus complexe, c'est-à-dire que, hem pourquoi avoir besoin, de se masturber? Ça, c'est presque une autre question. Mais je vais dire, beaucoup des personnes qui viennent, consulter, il y a plusieurs facteurs, hein, qu'ils évoquent. C'est parfois la solitude, c'est, donc là, je parle plus de la masturbation, hein, donc du coup, la solitude, ça peut être, un moyen de déstresser, c'est-à-dire on ressent un stress et du coup, la masturbation en soi est là, cette capacité de permettre au corps de se relâcher. Mmh. Donc il y a des bénéfices. Voilà, je parle de la masturbation. Là, je sors rapidement de la pornographie. La masturbation en Ouais. elle-même, se procurer un plaisir sexuel seul ou en couple, c'est quelque chose qui fait du bien au corps. Donc Mmh. effectivement, ça déstresse et ça fait du bien. Mais effectivement, ça peut parfois aussi rentrer, dans une habitude, j'ai envie de dire, qui n'est pas une addiction. Une habitude n'est pas une addiction. Une habitude constitue, tiens, voilà, j'ai besoin de me déstresser, alors, je me tourne vers le porno. Mais je Ouais. simplifie beaucoup, hein, ça c'est une simplification. Ouais. J'aime bien que tu fais la distinction entre, ce qui attire, un mineur et ce qui, pousse un majeur, un adulte à consommer de la pornographie parce qu'il y a quand même beaucoup d'adultes qui ont découvert la pornographie, à l'adolescence ou même dans l'enfance, C'est juste, aujourd'hui. c'est Du juste. coup, c'est pas forcément, enfin, c'est ce qui fait rentrer dans l'habitude à l'adolescence et c'est ce qui maintient l'habitude à l'âge adulte, c'est pas forcément les mêmes mécanismes, quoi. On peut pas dire qu'un adulte, qui a regardé beaucoup d'heures de pornographie, il cherche encore à satisfaire sa curiosité. Alors, je pense pas, effectivement. Après là encore, c'est très multifactoriel. C'est-à-dire que, hem, c'est pas parce qu'on a regardé quelques pornos quand on était ado qu'on va le faire régulièrement quand on est adulte, d'ailleurs, hein. Mmh. Il faut faire Ouais, très attention de ne pas faire des raccourcis. Hem ouais. Parce que on parle toujours de la porno sous un regard, très, comment dirais-je? Qui fait peur, en fait. Donc, vous voyez, tu vois, c'est très Mmh. complexe cette question. Ça dépend, la majorité, c'est quand même seul, hein. Mais il y a quand même un tiers des consommateurs de pornographie qui sont des consommatrices. Un tiers, Mmh. c'est Mais, donc, on est sur on est sur une entrée, dans la consommation qui est différente chez un mineur et chez un majeur.
Et j'entends que toi, tu t'as pas envie de diaboliser la consommation de pornographie comme on peut entendre des fois que c'est une addiction et que c'est forcément une consommation à vie ou pour très longtemps. Mais ma question, c'est comment les impacts physiques, relationnels, émotionnels de la consommation régulière de pornographie, ou même peut-être on peut distinguer la consommation à l'adolescence de la pornographie. C'est quoi les impacts? Alors, j'aurais envie de retourner la question. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a un impact quand on regarde la porno? Parce que Bah, là, tu j'entends beaucoup de témoignages de gens qui ont été impactés négativement par la consommation de pornographie régulière en tout cas. voilà, donc ces personnes et tu as leur témoignage parce qu'effectivement, ils s'en fait tout un cheminement et ils veulent peut-être s'en sortir et cetera. Donc il y a forcément là, du coup, une certaine manière d'être avec le porno. Effectivement, pour les chrétiens, faudra faire une parenthèse puisqu'on s'adresse comme aussi à des chrétiens, que la consommation de pornographie pour les chrétiens n'est pas souhaitable, n'est pas, voilà, c'est Mais moralement pas encouragé par Dieu quoi. Ouais. voilà, certainement pas. Encouragé par Dieu, c'est certainement pas. Il faut savoir aussi, j'ouvre une parenthèse, déjà le terme pornographie, tu vois, quand on regarde un petit peu, dans le grec, porneia, c'est la prostitution, graphos, l'écriture. Donc la pornographie est une forme d'écriture, d'une représentation de la prostitution. C'est-à-dire que le scénario ou le cinéma pornographique aujourd'hui ne fait finalement, c'est encore un petit raccourci, mais en place, met en scène des fantasmes qui peuvent exister chez l'un ou chez l'autre d'entre nous, parfois combattus ou dans le plus profond de nos âmes, et qui finalement sont du coup réalisés sous forme de scénarios vidéo. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce sujet-là existe depuis le début de l'humanité, puisque la prostitution est aussi ancienne que l'humanité. Sauf que les moyens techniques aujourd'hui nous permettent effectivement d'aller exploser certaines frontières aussi psychiques qui permettent aujourd'hui effectivement de presque montrer n'importe quoi, qui à l'époque est resté dans les fantasmes les plus enfermés chez une personne. Donc là, du coup, j'ai fait une petite excursion. Donc, je reviens à la question peut-être sur les conséquences. On ne peut pas dire d'office que de regarder un porno, même régulièrement, a des conséquences graves. Ça, on ne peut aucune étude sur les études qui existent ne permet de dire que parce qu'on regarde régulièrement des pornos, qu'on va avoir forcément des impacts négatifs. Après, il y a une multitude d'études qui existent. Il y a beaucoup d'études qui mettent effectivement en évidence qu'il y a des dangers. Alors, quels peuvent être ces dangers? Mais ces dangers, là aussi, je précise, ne sont pas des dangers pour tout à chacun qui regarde la porno. Là aussi, il y a des facteurs qui vont permettre à ce que la personne va peut-être plus facilement être sensible à, à, à développer des comorbidités, mais disons des comportements peut-être un peu à risque ou développer euh, pourquoi pas une addiction. Alors, première chose, c'est que, là encore, je schématise, je stéréotype un peu. Le gros du cinéma pornographique semble, en tout cas, maintenir une image de la femme plutôt dégradée, une femme objet du désir de l'homme. Là, je parle du porno hétérosexuel et cetera, un peu du porno standardisé. Parce qu'effectivement, il y a d'autres formes de porno qui mettent en scène d'autres scénarios. Mais le mainstream du porno, c'est quand même ça. Donc, ça maintient la femme dans une posture de soumission, la femme objet qui est là pour soulager, pour répondre aux besoins, aux désirs de l'homme. Donc ça, effectivement, ça c'est un élément à interroger parce qu'effectivement, d'un côté, dans notre société en France, en tout cas, on lutte depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies pour une égalité femmes-hommes, et cetera, alors que du coup, le porno, qui se veut très, très progressiste, maintient en quelque sorte une image très archaïque de la relation homme-femme. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, peut-être aussi peut-être la publicité, mais en tout cas la valorisation de certaines, pratiques sexuelles qui sont un peu à la marge, voire complètement interdites. Donc ça effectivement, là-bas, presque on pourrait dire,
là encore, j'essaie d'être, prudent. C'est pas parce qu'on regarde une fois une vidéo avec une certaine pratique qui peut être interdit par la loi, qu'on va du coup passer à l'acte. Attention, ça aussi c'est très, c'est faut être délicat prudent dans les affirmations. Donc, hem, Mais en tout cas, il y a une forme de banalisation, quoi. d'une certaine manière, oui, facilité par l'accès technologique. Donc, ou par la possibilité effectivement d'avoir accès à tout ce contenu de façon gratuite et à n'importe quel moment de la journée et n'importe où d'ailleurs. Même en classe, partout où je suis, je peux regarder du porno. Donc, je constate par contre, un des facteurs qui peut peut-être pas permettre, provoquer ou contribuer à ce qu'une personne pourrait développer une vraie addiction, parce qu'attention là aussi il y a des définitions qui sont assez claires. Mmh. Ce qui a été trouvé dans les études, ce sont des personnes qui ont ce qu'on appelle en psychologie une typologie d'attachement insécure. Donc, c'est des personnes qui, dans leur relation à l'autre, sont plutôt dans une forme de relation anxieuse, hem, une insécurité, et cetera. Donc ces personnes seraient plus à risque de développer éventuellement des formes d'addiction sexuelle. Parce qu'il n'y a pas que la pornographie dans les addictions sexuelles. Donc ça, Mmh. effectivement, ça c'est un facteur. Je vous invite juste à aller écouter l'épisode sur, la théorie de l'attachement qui est sorti en octobre 2022, si vous voulez plus d'infos sur qu'est-ce qu'un attachement insécure. Voilà, Fin de super. parenthèse. Vous l'avez fait, ça c'est génial. Donc effectivement, ça vaut la peine d'approfondir cette question parce que du coup, toute cette théorisation sur l'attachement, elle est très pertinente dans le cas de la sexualité en couple et de la sexualité, seule aussi. Donc c'est très Mmh. intéressant. Voilà. Un autre élément peut-être, c'est la solitude. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sentent seules, tout en étant en couple ou qui sont quasiment célibataires ou célibataires, mettez les termes que vous voulez, qui, j'aurais envie de dire, n'ont que ce moyen-là, c'est-à-dire la masturbation, je parle pas de la porno, que de la masturbation pour vivre une forme de sexualité active. Mmh. Donc ça dépend vraiment un petit peu dans quel contexte on est en train d'évoluer, à quel âge, et Mmh. Mais alors, ça, c'est du coup les impacts, plutôt internes. Moi, j'aimerais questionner, mais tu as dit qu'il y avait pas forcément d'études qui existaient, mais quel est l'impact relationnel ah et oui, dans la construction de l'attachement et dans la construction du rapport? Tu as parlé un petit peu du rapport à la femme, objet, oui. mais dans même la construction Alors des relations ce amoureuses et tout que je ça? constate, dans mon cabinet, c'est que, qu'on soit croyant ou pas, peu importe, que quand la partenaire, découvre par hasard que le mec il consomme régulièrement du porno, souvent elle le vit comme une trahison. Donc Mmh. effectivement, ça met en difficulté le couple, souvent ça met en difficulté la femme dans son regard sur elle: «Je lui suffis pas, il a besoin d'autres femmes», et cetera. Donc Mmh. effectivement, ça peut créer, un tsunami, une grosse difficulté dans le couple. Mmh. Voilà, donc là encore attention, c'est pas valable pour tous les couples, ça dépend vraiment aussi de la relation de couple, et cetera. Il y a des couples qui arrivent à parler, de dire: «Écoute, j'ai besoin de ça de temps en temps», et puis qui trouvent un accord là-dessus. Mais pour beaucoup, ça se passe quand même plutôt dans le secret, en cachette en quelque sorte, dans la solitude, et du coup, le découvrir peut pour une partenaire être quand même assez troublante et décevante et choquant. Tu as dit qu'il y avait des critères assez clairs sur l'addiction à la pornographie. Tu peux juste, donner, les cadres de qu'est-ce qui est une addiction et qu'est-ce qui en est pas? Alors, un premier élément pour reconnaître une addiction, c'est si cette addiction, et d'ailleurs le terme addictere, je crois en latin, ça a un rapport avec l'esclavage. Donc on est esclave de quelque chose, d'accord? Mmh. Ça c'est intéressant. Mais sinon, donc l'addiction, c'est quand, pour parler une addiction sexuelle, quand cette addiction prend une place énorme dans la vie de la personne. C'est Ouais. quand il y a une forme de compulsivité, c'est-à-dire que je dois me masturber, je dois aller regarder du porno, je dois faire ceci ou cela, je peux pas faire autrement. Même quand je planifie les actions qui sont liées à cela. Ouais. Un deuxième élément, quand ça a un impact sur la vie de ma famille, mon couple, mes amis, c'est-à-dire avec le risque d'un isolement social. Ouais. Donc des pensées Et là, obsédantes. c'est l'isolement lié à la consommation ou lié à la honte de la consommation? Ah non, je parlais pas de la honte, alors ça c'est un autre sujet, qui vient, pas plus tard, mais qui est peut-être plus aussi lié à toute une question d'une faible estime de soi. Alors ça, je constate Ouais. au cabinet,
beaucoup de personnes qui sont vraiment dans une ouais, qui sont dans une addiction à une forme de sexualité, ont une très faible estime d'eux-mêmes. Mmh. Ouais. Donc et ça, pour moi, c'est presque, un facteur à risque ça. Donc voilà, donc c'est-à-dire un retrait un peu de la vie sociale. Hem, donc ça, c'est un des éléments. Hem, on peut dire que l'addiction, ce sont des comportements sexuels qui sont incontrôlables, que la personne affectée a échoué à plusieurs reprises à contrôler ou à réduire. Ça, c'est aussi un élément important, c'est-à-dire, moi, j'utilise un questionnaire qui est validé par des collègues et des confrères au niveau international, donc ce sont des certains professionnels, les sexologues travaillent avec ça. Tout un questionnaire pour savoir est-ce que la personne est vraiment addicte ou pas. Donc après, c'est aussi associé à des pulsions sexuelles écrasantes où, tu vois, c'est comme une forme de besoin à une j'ai Mmh. besoin de ça, alors que la sexualité n'est pas un besoin fondamental, hein. On va pas mourir parce qu'on n'a pas, une relation sexuelle. C'est Alors important qu'un sexologue le dise. oui, non, parce qu'on a besoin de manger, de faire pipi et caca, si vous Mmh. voulez, de dormir, mais on n'a pas besoin d'avoir des rapports sexuels. Après, ça veut pas dire Ouais. qu'on en a pas envie, ça c'est autre Ouais. chose. On Ouais. peut avoir beaucoup d'envie. Donc et puis il y a aussi un autre point, pour définir l'addiction, la persistance malgré des conséquences négatives dans un ou dans plusieurs domaines, hem, de la vie, socio-professionnel, familial ou personnel. Donc malgré ces effets négatifs, le le comportement, addictif, il reste. Donc là, on a plusieurs pas des facteurs, plusieurs signes en quelque sorte qui devraient alerter et qui montrerait quand même qu'il y a tiens, là, il y a un danger d'addiction. En termes au niveau des mots que tu utilises, tu dis l'addiction, c'est quelque chose qu'on fait de manière répétée alors qu'on n'a pas envie de le faire et je Mmh. me demande dans l'église, on dit plutôt que la pornographie, c'est à éviter, enfin, on le dit assez clairement. Mmh. C'est à éviter et donc personnellement, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent éviter la pornographie, qui veulent pas consommer, mais qui pourtant en consomment. Mmh mh. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait étiqueter tous les gens chrétiens qui n'ont pas envie de consommer de la pornographie, mais qui en consomment néanmoins, comme des gens qui sont addicts? Ah non, certainement pas. Certainement pas. Parce que, la fréquence à elle-même ne suffit pas du tout à définir une addiction. OK. Ça, c'est fondamental. C'est pas parce que je vais donner un exemple, hein, c'est pas parce que je consomme 3-4 fois par semaine, un clip porno que je suis addict. Il faut que ça soit OK. vraiment corrélé par, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire avec les autres éléments. C'est-à-dire que OK. j'ai déjà essayé d'arrêter, j'ai pas réussi. Il y a des effets négatifs dans ma vie socio-professionnelle, familiale et cetera, mais malgré tout ça, je continue et cetera. Donc ça, si tu Ouais. veux, il faut que ça soit corrélé avec d'autres, choses pour définir vraiment l'addiction. Mais la seule fréquence ne suffit pas. Ouais, mais la fréquence et le fait de vouloir arrêter, ça suffit? C'est un élément, mais Ah, un seul OK. élément ne suffit pas. OK, très bien. Parce que toujours, on remet les choses dans le contexte. La consommation de la pornographie, dans l'écrasante majorité des cas, sert à se stimuler en vue de se masturber. Donc, d'une certaine manière, il faudra donc du coup faire rentrer dans la réflexion la question: «Mais à quoi me sert cette masturbation?» Pourquoi j'ai besoin du coup cet orgasme en quelque sorte, si on cherche l'orgasme, donc ce bien-être en quelque sorte. Donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de l'obtenir et cetera? Donc c'est tout ce rapport aussi à la masturbation qui est à questionner, qui dans Ouais. l'histoire de l'Église depuis 2000 ans est un sujet sensible. Hem, voilà, donc je pense il faudra brasser plus large parce qu'on ne peut pas déconnecter la pornographie par finalement la finalité, du regard pornographique qui est souvent la masturbation. Ouais. Ah super, ça nous amène à la question suivante. Tu as donné déjà un conseil, mais on a parlé des gens qui voudraient arrêter de consommer de la pornographie. Quel conseil est-ce que tu le donnerais? Si on sent qu'effectivement que ça prend trop de place dans ma vie, heu, il y a plusieurs levels, plusieurs niveaux, j'ai envie de dire d'interaction. Ça serait déjà bien de parler à un ami proche, pour sortir de la solitude. Parce que beaucoup, de personnes croient: «Mais je suis tout seul avec ce problème-là». Alors parfois juste le savoir que tiens, ça concerne aussi mon voisin, puis, même le frère en
Christ ou la sœur en Christ et puis, du coup, on n'est pas tout seul. Ça ne va pas permettre d'aller mieux ou de surmonter la problématique, mais en tout cas, ça permet de dédramatiser un petit peu. Hem, mais à terme, si on va vraiment quand on n'arrive pas à s'en sortir, effectivement, moi j'opte toujours, de consulter, c'est-à-dire que ça soit, un addictologue, un sexologue. Certains psychologues sont formés aux addictions sexuelles, mais c'est vraiment il faut là, du coup, vraiment des formations, particulières. Hem, mais c'est possible. Évidemment, on pourrait dire aller parler au pasteur, responsable groupe de jeunes, et cetera. Certainement, c'est aussi intéressant. Simplement, le petit bémol que j'aimais en tant que professionnel du coup, le pasteur, il est une figure spirituelle, c'est-à-dire qu'il il va avoir un regard dit biblique sur la chose. Mmh. Hem, il peut apporter, au nom du Christ, une forme de pardon, voilà, de bénédiction, de prière, mais ça peut être un réel soutien. Mmh. Mais un pasteur n'est pas, un professionnel de la santé, alors que les sexologues ou un psychologue ou un addictologue, ce sont des professionnels de la santé qui eux-mêmes ont des outils différents, pour travailler, sur tel Mmh. je fais juste, j'ouvre une nouvelle parenthèse pour montrer la complexité du sujet. Mmh. Hem, donc on a dit, il y a un tiers des femmes qui sont, des consommateurs qui existent aussi parmi les consommateurs de la pornographie. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre de femmes, là j'ai pas les chiffres exacts, devant moi, mais, une femme qui a été victime de violences sexuelles dans son enfance, il y en a quand même Mmh. beaucoup, peut développer une addiction à une forme de sexualité ou de masturbation, par exemple, développer une masturbation compulsive, par exemple, plus tard. Donc, Mmh. cette masturbation compulsive ou la consommation compulsive de pornographie pour une femme, plus tard, adulte, par exemple, ou une jeune femme adulte, hem, peut, dans certaines situations, être un indice que cette femme a déjà vécu des situations de violence sexuelle. Mmh. Donc ça, il faut c'est très complexe cette histoire. Donc, c'est très difficile parce que j'entends tellement de gens qui, en fait, se sentent mal déjà par l'acte, mais aussi ils se sentent doublement mal en tant que chrétiens parce qu'ils se sentent terriblement jugés. Mmh. Mmh. Ouais. Donc, vraiment aller consulter, il y a pas de honte en fait. Ouais. C'est très important et c'est pour ça que je veux dire un peu dans cet ordre, peut-être déjà trouver une personne de confiance, on peut juste, entre guillemets, «se confier», de dire: «Écoute, je crois que j'ai un problème avec ça». Mmh. Hem, après voilà, c'est important de bien choisir son copain parce que, faut pas non plus que le copain, soit le juge qui dit: «Waouh, Mmh. tu fais ça? C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Ouais. Dimanche, tu chantes dans la louange, tu peux pas faire ça, tu es un modèle pour je sais pas qui» et cetera. Bon, effectivement, là, ça va carrément, ne pas faire l'affaire, quoi. Mais Ouais. sortir de la solitude, de dire: «Je parle à quelqu'un», pour moi, c'est vraiment la 1re chose à faire et effectivement, ne pas vraiment avoir peur de consulter un professionnel. Ouais. On a fait un épisode sur la honte, récemment et on disait vraiment que pour lutter contre la honte, il faut mettre en lumière, il faut être vulnérable, il faut parler avec quelqu'un et je trouve ça rejoint vraiment ce que tu dis, que c'est une des premières étapes. Ouais. C'est beau. Et après, effectivement, puisqu'on s'adresse à des chrétiens, hem, nous croyons que Christ libère aussi des chaînes. Il y a des chants de louanges, que Christ Mmh. libère de nos chaînes et cetera. Pour certaines personnes, la pornographie est vécue comme une chaîne, une addiction, est un enchaînement. Mmh. Quel que soit, ça peut être, la cigarette, ça peut être des drogues, de l'alcool et cetera. Et de la même manière aussi, une addiction sexuelle est un enchaînement en quelque sorte. Donc effectivement, là aussi, on peut dans la foi peut être un support, non négligeable, heu, pour s'en sortir. J'ose dire, peut-être pas le seul, pour moi, Mmh. la Mmh. foi seule, heu, mmh, n'est peut-être pas suffisant toujours, c'est-à-dire que souvent, c'est pas suffisant, c'est-à-dire il faut pas croire que parce que: «Ah beh, si j'ai plus de foi, je vais m'en sortir», ça risque d'être un peu compliqué, mais Mmh. de se dire: «J'entame un processus, je vais choisir un professionnel de santé, mais en même temps, j'informe un copain et je demande à ce qu'il prie pour moi et je veux aussi cheminer spirituellement», heu Mmh. et puis cette trilogie, j'aurais envie de dire, est peut-être aussi quelque chose de très j'aime pas le terme performance, mais de quelque chose de très pertinent. Mmh. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai que la foi nous met en mouvement.
enfin, Jésus nous invite à être dans des relations avec d'autres frères et sœurs. C'est comme ça qu'on trouve aussi des guérisons. Donc, Voilà. alors, on a parlé pas mal des mineurs. Mm. Et je pense que parmi les gens qui vont écouter cet épisode, il y a des parents ou des futurs parents. Et dans ma question, en fait, il y a écrit quels conseils donner à des parents qui veulent protéger leurs enfants. Mais est-ce que vraiment aujourd'hui, en 2023, un enfant ou un adolescent peut ne jamais tomber sur des images pornographiques? Je suis pas sûre. Mm. Donc, malheureusement, est-ce que tu as des conseils à donner aux parents d'enfants qui vont tomber sur des images pornographiques? Alors, c'est une excellente question, Sophie. Je crois que c'est un peu comme Don Quichotte, hein, c'est un peu une lutte contre le vent. On ne peut pas lutter contre. Pour moi, la meilleure façon de se confronter à ce sujet, c'est de prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire de se dire, ben ça, hélas, ça fait partie de la société, c'est comme ça. Mais du coup, pour diminuer les risques, parce que pour moi, c'est clairement, moi je suis dans ce discours plutôt de diminuer les risques ou les dégâts, c'est déjà en tant que parent, en tant qu'adulte, réfléchir quels sont les sujets qui, moi, me sont un peu compliqués autour de la sexualité. Parce que ça commence toujours avec soi-même. Si je suis mal à l'aise avec certains sujets, mais je peux vous promettre que quand un jour, quand vous êtes face à votre enfant de 10, 11 ans et il vous sort un mot, vous dites, mais il a pris ça d'où, ça? Justement, un terme sexuel, par exemple, mais vous allez être très mal à l'aise à répondre ou à interagir avec l'enfant. Donc, ça nécessite pour moi, la première étape, c'est de travailler sa propre relation à la sexualité. Bien sûr, dans nos églises, on dit la sexualité est belle, est créée par Dieu, tout ça. Très bien. Sauf que la sexualité, ça, c'est toujours une phrase, un slogan que je répète partout où on m'invite. La sexualité, pour être belle, il faut qu'elle soit apprise. Et même quand on est jeune marié, ben, ça ne veut pas dire qu'on a tout compris. La sexualité échange au cours de l'âge, des âges, d'un couple aussi. Donc, on n'a jamais fini avec ça. Donc ça, c'est le premier élément. Je trouve ça très intéressant. Je me rappelle d'il y a pas longtemps, une jeune de 18 ans qui m'a posé la question, c'est quoi le sexe oral? Et moi, je me targue d'avoir des conversations sur la sexualité avec pas mal de mes amis qui travaillent dans le milieu médical et tout ça. Mais en fait, face à cette étudiante qui m'a dit ça, j'ai eu une vague de honte et de tabou qui m'est arrivée dans la face et j'ai pas su lui répondre. Et j'ai dit, je suis désolée, genre, ma pudeur m'empêche de répondre à ta question. J'ai réussi à formuler ça. Et surtout que je savais pas comment dire à quelqu'un, dans des mots simples et pas trop choquants. Et ça m'a vraiment heurtée de me dire: «Ah mais j'ai quand même bossé le sujet et j'ai quand même encore des tabous intérieurs». Ça m'a donné encore plus envie de libérer, des trucs pour pas enfin, parce que comme tu disais, par rapport aux jeunes, qui sont curieux, je me suis dit: «Eh ben, elle a peut-être, tapé la question sur internet, quoi» et ben, ça, c'est un peu naze. Mais j'ai pas su répondre à sa question, quoi. Ça montre, si tu veux, clairement à quel point il faut que nous, adultes, après on va poursuivre avec ta question, je te donne un exemple. J'ai des amis, je ne dis pas où, mais des amis qui ont des enfants adolescents, qui aujourd'hui sont presque jeunes adultes, et il y a quelques années, la fille aînée de la fratrie, donc des enfants de mon ami, mais disait en aparté, elle avait à l'époque 14 ou 15 ans, et dit, mais tu sais, nous, dans le bus scolaire, il y a des garçons qui nous disent, mais écoute, si tu veux sortir avec moi, tu me fais une fellation. Ça, c'est genre au troisième, tu vois. Et le sexe oral, ben, c'est la fellation. Donc, du coup, et puis les parents, ils étaient à 3, 4 mètres, ils ont réagi de façon très inadaptée parce que, en fait, ils étaient vraiment choqués, vraiment gravement choqués par les propos de leur fille. Et en même temps, ça montre à quel point, et ça, c'est fondamental, si l'enfant sent que les parents ne sont pas en capacité d'entendre, mais il va jamais leur en parler. Donc, si tu veux, c'est pour moi vraiment primordial que les parents soient au clair avec ces questions. Deuxième élément, il y a ce qu'on appelle le développement psychosexuel de l'enfant. Tout le monde n'est pas spécialiste là-dedans, c'est aussi normal. Mais effectivement, il y a aussi à respecter certaines étapes de la vie de l'enfant. L'enfant, quand il est petit, il va poser 36 000 questions. C'est aussi important à ce que nous, parents, on puisse répondre à ces questions relatives à l'âge, Ouais. c'est-à-dire utiliser les bons mots, etc., ne pas tourner autour du pot. Ça, c'est une chose. Ne pas trop non plus embellir quelque chose qui n'est pas joli d'office. La sexualité peut être cruelle, source de traumatisme, d'une extrême violence.
Parce que cette phrase, «La sexualité évolue par Dieu, elle est belle» et cetera, elle me saoule un peu cette phrase parce que Mmh. parce que c'est pas la réalité. Ouais. Juste, j'ouvre une parenthèse, je mène actuellement donc une recherche, une étude sur la sexualité des jeunes évangéliques en France. Actuellement, sur tous ceux et celles qui ont répondu, il y a donc, à peu près donc, sur cette question de violence sexuelle, il y a une question, qui ne nomme pas le viol, mais qui parle de viol. 18 des jeunes femmes, 18 à 30 ans, dans nos Mmh. églises, donc qui ont répondu à cette étude, donc là j'ai plus de 600, femmes qui sont concernées, donc qui ont répondu à cette question. Donc de ces plus de 600 femmes, il y a 18 des femmes qui disent avoir vécu des situations de relations sexuelles non consenties, donc ça veut dire que c'est un viol, d'après le code pénal, 18. Donc il faut avoir Ah oui. dans l'arrière-tête, quand on est parent, une certaine réalité, même si on ne l'aime pas, même si on n'a pas envie de s'y confronter, mais elle est là. Ouais. Et donc ça nécessite vraiment, aussi à trouver, à se cultiver, à encourager aussi nos églises d'inviter des spécialistes pour parler de ces sujets-là, parce qu'effectivement, c'est pas le taf du pasteur, et tout le monde n'est pas formé, mais justement, mais ça, on peut inviter d'autres personnes. Il y a des sages-femmes dans nos églises, des psychologues, des conseillères conjugales et familiales. Il y a plusieurs corps de métier. Certaines églises, il y a des médecins. Donc où on peut aussi motiver, encourager les responsables de nos communautés, de se saisir du sujet de l'éducation à la sexualité. Parce que pour moi, c'est ça, en fait. Ouais. Il faut encourager, c'est d'ailleurs une des grands thèmes de mon étude, encourager l'éducation à la sexualité. Donc effectivement, Mmh. et après, en tant que parent, on va être peut-être aussi un peu plus armé, plus serein, de se confronter à ça. Je donne un autre exemple, je peux encore entendre quelques rares fois, par rapport au plaisir sexuel. Comment veux-tu qu'une jeune femme qui n'a pas de relations sexuelles, avec son copain, qui veut vraiment, respecter, ce qu'on lui a toujours dit, et cetera. Et du coup, au jour du au que le jour après le mariage, donc elle aura sa première relation sexuelle. Si on lui a dit, petite fille de 3 4 ans, elle était chez mamie papy, mamie faisait le bain, elle s'est touché le clitoris et mamie a dit: «Ah touche pas ça, c'est sale». Elle a entendu ça plusieurs fois, elle se souvient plus très bien de ça, mais bon, elle me raconte quand même. Quelques années plus tard, 10 ans plus tard, elle est au collège, en plein cours de maths, juste avant la grande récré, et puis paf, toutes les copines et les copains se moquent d'elle parce qu'elle a des taches rouges sur la chaise. Heu, Accompagnées des douleurs atroces dans son bas-ventre, et cetera. Donc comment voulez-vous, si on lui a jamais raconté quoi que ce soit, si on l'a jamais préparé à l'arrivée des règles, à quoi ça sert dans son corps, dans sa future féminité, comment voulez-vous qu'un jour, elle va pouvoir, vivre une sexualité choisie avec un partenaire, et avoir du plaisir? C'est quasiment presque impossible. Donc je pense que là, on a une responsabilité qui est très lourde, mais qu'il faut saisir, dans nos églises, d'éduquer nos jeunes, parce que ces jeunes-là, un jour, vont être des parents à eux aussi. Ouais. Donc voilà, je suis désolé, là, tu me Non, non, mais c'est très bien. Je suis contente parce que ce que tu dis, André, ça me rassure qu'on fait des bons épisodes parce qu'on parle déjà de ça dans l'épisode de Dieu, le sexe et moi avec Nathalie. Et on en a parlé à plusieurs fois, l'importance d'apprendre à connaître son corps, savoir comment ça fonctionne et déconstruire le discours un peu ouais, négatif tout le temps sur la sexualité. Et d'un côté négatif et d'un autre côté complètement irréaliste et romanticisé parce que pas fondé dans la réalité. Donc c'est super, tu mets ta pierre à l'édifice qu'on essaye de construire. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à des parents? et il existe des outils, qui sont intéressants. Alors, un autre élément, ce que je constate, surtout les parents des ados aujourd'hui, où les parents sont complètement, pas désorientés, mais en tout cas, ils savent plus comment gérer le téléphone de leurs enfants. Parce qu'effectivement, il suffit de regarder, on se promène dans une zone piétonne, on a combien de jeunes parents avec vraiment des enfants bas âge, 2-3 ans, qui sont déjà avec une petite tablette ou le téléphone, le smartphone dans les mains alors c'est un jugement, vous me pardonnerez de ça, mais pour que les parents puissent avoir un peu la paix. On se rend pas compte à quel point,
c'est pas seulement donner des mauvaises habitudes à l'enfant, même si c'est confortable pour les parents qui ont tout à fait droit aussi à des moments de tranquillité, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est quand même, ces enfants-là, ils vont nous dépasser. C'est-à-dire qu'ils vont très bien savoir contourner les petits contrôles parentaux qu'on met en place. Mais c'est déjà bien si on arrive, en tant que parents, de savoir comment mettre en place un contrôle parental. Là aussi, dans nos églises, on a parfois des informaticiens. Ça serait intéressant de proposer des soirées pour les parents, où on va pas uniquement parler des textes bibliques, mais aussi très pragmatiquement, comment gérer les smartphones de nos jeunes. Et comment justement, leur expliquer qu'en fait, on a aussi une responsabilité légale jusqu'au 18 ans de nos enfants, nous sommes responsables légalement. Si nos enfants mineurs consultent, je dis n'importe quoi, un site à caractère pédopornographique, nous sommes responsables légal. C'est-à-dire, il y a quand même on est responsables, nous parents, de nos enfants mineurs. Donc là, il faut quand même aussi se rappeler qu'on a des responsabilités, on peut pas se défiler parce qu'on savait pas. Donc là où je pense que nos églises peuvent peut-être aussi réfléchir, devraient réfléchir, comment mettre en réseau les différentes compétences qui existent dans nos églises. On a beaucoup de gens très compétents dans nos églises pour mettre tout ça en commun et puis proposer quelque chose qui est très pratique et même si c'est pas spirituel, mais qui permet à nos parents et aussi à nos jeunes de mieux vivre cette croissance dans la sexualité, ce développement psychosexuel de l'enfant, mais aussi rassurer les parents. Les parents, ils ont besoin d'être rassurés. Et c'est pas parce qu'on sait pas qu'on est nul, on fait avec ce qu'on est, avec ce qu'on a. Ça, je trouve que c'est très important de le dire aussi. Il y a pas de parents parfaits. De toute façon, on commet tous des erreurs. Ça, c'est le propre de l'humanité. C'est pas grave non plus. Mais effectivement, si on a des possibilités de s'entourer des personnes de bons conseils, c'est toujours bien. Trop bien. Merci de préciser qu'il y a aucun parent parfait. Peut-être que là, ils étaient en train de pleurer avec leur écouteur dans leurs oreilles. C'est beau. Et même juste d'écouter ces épisodes jusqu'au bout et de vouloir, prendre soin de vos enfants, c'est déjà un très bon pas. OK, bah, on a dit beaucoup de choses dans cet épisode et du coup, pour conclure, André, c'est quoi tes 2 centimes sur le sujet? Qu'est-ce que tu veux laisser aux auditeurs de cet épisode sur la pornographie? Je pense on n'a pas besoin de pornographie. Je pense qu'on n'a pas besoin. Mais pour être sûr de ne pas avoir besoin, il me semble intéressant, important qu'on puisse aussi oser réfléchir, seul ou en couple. Qu'est-ce qui m'excite? Quels sont mes fantasmes? Alors d'ailleurs, tout fantasme n'est pas bon à dire, hein, et encore moins à vivre. Mais en tout cas, de développer non pas une transparence, mais une ouverture d'esprit qui ose aborder ces sujets. Combien de personnes en thérapie me disent: «Mais c'est tabou, on n'en parle jamais», même au sein du couple, même au sujets comme la masturbation, des choses que je trouve qui devraient être abordées dans le couple, ne sont pas abordées. «Ah, mais c'est un péché, alors on n'en parle pas». Mais c'est dommage et je me dis, si on ne veut pas donner cette place inconsciemment, à cet outil qui est performant, la pornographie est un outil très performant. Mais il faut qu'on puisse se confronter à nos propres fantasmes, qu'on puisse cultiver notre imaginaire érotique, parce que le regard pornographique a comme risque d'enfermer, d'appauvrir peut-être l'imaginaire érotique. Vous voyez, je termine avec cette image que j'aime bien donner aussi aux élèves. Donc moi, je suis encore dans une génération de parents où, quand mes enfants étaient très jeunes, c'était l'apparition d'Harry Potter. La génération d'Harry Potter, parce que, pourquoi je raconte ça? Quand je lis le livre, je prends cet exemple de la série, de la saga d'Harry Potter. Quand je lis le livre, mon cerveau va mettre en place tout un scénario. Je vais m'imaginer Poudlard, comment c'est, les salles, etc. Je vais m'imaginer le visage, le caractère des principaux personnages de ce roman. Et le jour où je vais au cinéma, je vais découvrir les acteurs, je vais découvrir le scénario que le metteur en scène a choisi. Et je peux vous promettre, quand vous retournez après le cinéma ou après votre visionnage sur la télé, dans votre livre, vous allez plus pouvoir vous défaire de ce que vous avez vu. Donc votre lecture va être d'une certaine manière influencée en partie par ce que le metteur en scène vous a proposé. De la même manière, si vous voulez vivre une sexualité épanouie, joyeuse, source de plaisir, mais effectivement, moi je vous encourage peut-être beaucoup plus d'investir toute la question érotique dans votre couple, si vous êtes en couple,
d'enrichir cet imaginaire érotique et d'en discuter ensemble. Ou je sais pas, tous les vendredis, je dis ça comme ça, hein, tous les vendredis soirs, on se prend un petit quart d'heure, on discute, etc., autour d'un petit verre, on se fait plaisir, on discute autour de notre sexualité. Et je trouve créer des moments comme ça permet, pour moi, quand même, de détabouiser les sujets et de enlever du coup une partie du carburant de l'attirance de la pornographie. J'ai dû reprendre, donc c'est plus que 2 centimes, mais voilà. Non, mais si, c'est... Et quel centime tu nous donnes. Merci beaucoup, André, pour tout ce que tu as partagé dans cet épisode. C'était vraiment très riche. Avec plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous encourage à aller faire un tour dans les liens dans la bio. Il y a plusieurs livres et sites web pour élargir la réflexion sur la pornographie. Des ressources. Je vous encourage par-dessus tout à, comme l'a dit André dans cet épisode et comme on le répète partout dans cette saison, parlez-en à quelqu'un de confiance. Gardez pas des choses pour vous. Vous savez pas quoi en faire et ça vous rend triste et ça vous rend honteux et vous êtes en galère. Parlez-en avec quelqu'un de confiance. On espère, c'est vraiment pour ça qu'on fait ces épisodes. On a envie de parler des choses et d'arrêter de dire que c'est facile et qu'il n'y a pas de problème dans la sexualité. J'espère que ça vous encourage à en parler et je vous souhaite une très bonne fin de journée, de nuit ou de soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain à 15h.